Une étude israélienne révélée à l'occasion, il y a quelques jours, de la journée internationale de commémoration de la Shoah montre qu'il y a une demande croissante sur le continent africain pour un enseignement spécialisé de la Shoah, justement. On va en parler avec le professeur Dina Porat, qui enseigne régulièrement sur le continent africain la Shoah. Elle est conseillère au mémorial Yad Vashem. Elle a fondé le Centre pour l'étude du judaïsme européen contemporain à l'Université de Tel Aviv. Bonjour, professeur Dina Porat. Vous avez constaté donc qu'il y a de plus en plus, on va dire, un attrait de l'Afrique pour l'enseignement de la Shoah? Mais j'ai été en visite en Afrique et ces visites ont montré un phénomène intéressant, à savoir que des pays où sont arrivés des événements très durs comme l'apartheid en Afrique du Sud, le massacre du Rwanda, l'envoi des esclaves pendant des siècles du Sénégal. Dans ces pays-là, il y a beaucoup d'intérêt d'apprendre sur la Shoah et ils posent là-bas des questions sans comparer leur situation à la Shoah. Ça n'a pas de rapport. Ils ne réduisent pas la particularité de la Shoah, mais en même temps, ils relient leurs sentiments à ce qui s'est passé pendant la Shoah et ils posent des questions qui sont à un vrai sens incroyable. Ce sont les questions, en fait, que nous posons en Israël. Ou que nous utilisons les mêmes termes. Ils utilisent les mêmes termes que nous utilisons sur la Shoah. Par exemple, au Sénégal, près de la forteresse depuis laquelle ont été envoyés les esclaves, ils disent aux visiteurs, voilà notre Umschlagplatz. C'est-à-dire, le Umschlagplatz, c'était la place où, dans le ghetto, surtout à Varsovie, à partir duquel cette place où étaient envoyés les convois de juifs. Donc, ils disent, voilà, on comprend ce que vous avez vécu pendant la Shoah, vous devez comprendre ce que nous avons vécu. En Afrique du Sud, on m'a dit, c'est quoi les lois de Nuremberg? Ce sont les lois de l'apartheid. Ça a été contre vous et ça a été contre nous. Au Rwanda, où j'ai été il y a peu, au mois de juillet 2022, il y a eu des dizaines d'enseignants de lycées qui sont venus posant les questions qui sont les mêmes que les nôtres, à savoir, à partir de quel âge peut-on enseigner aux enfants les horreurs sans les traumatiser? D'un côté, nous souhaitons, comme vous, transmettre la mémoire, mais d'un autre côté, c'est une mémoire tellement atroce. Est-ce que l'on peut le faire à des enfants? Et à partir de quel âge? C'est une vraie question, une contradiction. Ensuite, les enfants posent les questions comme chez nous en Israël. Comment nos enfants et nos parents et nos grands-parents ont vécu ça? Là-bas, ça a été il y a 28 ans seulement. Donc c'est encore tout frais. Comment est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont opposés? Est-ce qu'ils se sont entraidés? Est-ce qu'ils ont compris à l'avance ce qui allait arriver? Est-ce qu'ils ont pu faire attention et se protéger avant? Et donc, ce sont exactement les mêmes questions que les descendants des Juifs d'il y a 80 ans se posent. Et j'ai fait des conférences dans plusieurs universités et les photographies que vous avez montrées où l'on voit des salles pleines, j'ai été dans 3 ou 4 universités, 300, 400 étudiants. Et ce qu'ils ont sur le cœur, ce qui est sur notre cœur à nous aussi, est-ce que le monde les a trahis? Ils disent l'ONU, mais ils ont raison, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU termine de discuter pour savoir s'il y a ou pas un génocide, ont été assassinés des Tutsis, 1 million de Tutsis sur 8 millions, c'est énorme. Jusqu'à ce qu'ils aient fini de décider si c'était un génocide ou pas, parce que le cas échéant, ils devraient envoyer des soldats, eh bien, 1 million ont déjà été assassinés et le pays a été libéré. Donc, ils posent la question, le monde nous a-t-il trahis? Où était le pape? Mais où était le pape? À leur avis, ils savaient, c'était Jean-Paul II. Et s'ils savaient,
est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'il s'est opposé? Non, il ne s'est pas vraiment opposé. Et beaucoup du génocide a eu lieu dans des églises avec la connaissance de prêtres et de membres du clergé. Alors ce sentiment que quelque chose d'atroce se passe et que les institutions internationales qui ont été mises en place après la Seconde Guerre mondiale n'empêchent pas. Ils auraient pu peut-être le faire, mais ne l'ont pas empêché, ce génocide. C'est un sentiment qui les accompagne et qui existe chez nous aussi. Et ensuite, évidemment, la mémoire. Vous avez vu ici, par exemple, voilà, le symbole du devoir de mémoire. Donc ça, c'est la mémoire du génocide au Rwanda. L'image des témoins, et c'est notre ambassadeur, qui est le fils d'un rescapé de la Shoah. Et autour de sa table, vous avez des rescapés du génocide au Rwanda, et ils parlent en amis, comme si ceci avait été transmis pour lui et pour eux. Et donc savoir comment est-ce que votre mère a été tuée, comment est-ce qu'elle a échappé. Enfin bref, c'est une conversation d'amis qui ont vécu la même chose. Et il pose aussi la question de la mémoire et de voir comment préserver la mémoire. Merci. Merci beaucoup, professeur Dina Porat. Merci beaucoup, professeur Dina Porat, pour ce témoignage sur la manière avec laquelle l'Afrique appréhende à la fois son devoir de mémoire et donc aussi l'enseignement de la Shoah qui permet donc effectivement d'effectuer ce travail ensuite. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes effectivement la fondatrice du Centre pour l'étude du judaïsme européen contemporain à l'Université de Tel Aviv.